bonjour à tous et à toutes, et puis meilleurs vœux puisque c'est la période. Alors, je vous remercie de l'invitation. C'est toujours un moment agréable de partager effectivement les fruits de réflexion du HCSP. Avant de débuter, je crois qu'il y a j'avais envie de resituer deux termes, puisque vous m'avez invité à parler de la crise de la Covid et des inégalités sociales de santé, de recadrer un petit peu les deux termes. Alors, en ce qui concerne la crise de la Covid, je crois qu'il faut insister d'emblée sur le fait que c'est évidemment une maladie infectieuse, une épidémie d'origine infectieuse, tout le monde le sait, mais c'est surtout une syndémie qui est particulièrement importante à comprendre pour notre sujet, avec deux caractéristiques. Cette syndémie se caractérise par le fait qu'elle va toucher la santé bien au-delà des aspects infectieux et avoir un retentissement sociétal, social absolument considérable. Donc, premier élément, on parle d'une crise globale. Alors, si vous voyiez ma diapo, j'avais marqué dessus que les enfants étaient une démonstration par l'absurde qu'il s'agissait d'une syndémie et pas d'une épidémie, puisque vous savez tous que les enfants ont été relativement protégés, je dis relativement bien sûr, mais relativement protégés des aspects infectieux du SARS-2. En revanche, ils ont été considérablement affectés par tous les retentissements de cette crise. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une syndémie. Alors, on pouvait, dès le printemps 2020, attirer l'attention sur cet aspect. Alors, c'est ce que le HCSP avait fait en son temps. Je crois que le rapport est sorti en mars-avril, pour attirer l'attention sur le fait que bien que les enfants n'étaient pas touchés par l'infection, ils risquaient de subir de plein fouet un certain nombre de problèmes sanitaires. Alors, très rapidement, on ne va pas entrer dans les chiffres, mais on savait qu'ils étaient sensibles en cas de confinement au stress post-traumatique. Ça s'est confirmé ensuite par une augmentation des admissions pour motifs psychologiques, répertoriés par Santé publique France, avec diverses pathologies, une augmentation également des troubles pathologiques du sommeil pendant le premier confinement. Donc, un retentissement sur la santé mentale qu'on pouvait voir d'emblée. Accompagné de ce retentissement direct, un retentissement indirect sur les soins. Là aussi, je ne vais pas aller je vais pas aligner les chiffres, mais en gros, de 40 à 50% de consultations pour maladies chroniques généralistes, spécialistes, en moins durant le premier confinement, qui se continue aujourd'hui avec les déprogrammations. Pour les enfants, ça s'est traduit par un effondrement de la consommation de soins et donc de vaccination, entre moins 30 et moins 70%. Un retentissement scolaire que vous connaissez tous là aussi, avec des décrochages scolaires, des difficultés scolaires. Et puis, un certain nombre de problèmes de santé qui ne vont pas seulement concerner les enfants, les violences faites aux femmes, avec une recrudescence des appels. La socialisation perturbée, quand on travaille chez soi, on en témoigne aujourd'hui. Des troubles de l'alimentation, donc avec une alimentation très, très déséquilibrée, disons, des comportements nutritionnels compulsifs, parfois une insécurité alimentaire pour les enfants qui étaient à la cantine, l'exposition aux écrans, l'augmentation des accidents domestiques, tous éléments très très loin de la sphère infectieuse, mais qui vont affecter, alors non seulement les enfants, puisque encore une fois, c'est une démonstration par l'absurde, mais également tous les adultes. Donc, on a une crise qui n'est pas seulement infectieuse, mais qui est globale. Et puis, syndémie, parce que, évidemment, vous le savez tous, cette épidémie a eu un retentissement socio-économique considérable, avec une atteinte à l'économie, avec une augmentation du chômage complet ou partielle, une interruption d'activité, et puis des difficultés à fonctionner dans tous les domaines, avec des personnes exposées, on y reviendra, et d'autres qui pouvaient se protéger avec le télétravail. Donc,
premier élément, je crois qu'il faut avoir en tête, c'est cette crise véritablement une crise globale sanitaire et pas seulement infectieuse comme on pourrait le penser en écoutant les médias. Alors sur les inégalités sociales de santé, je vous dirai tout à l'heure que sur les inégalités sociales de santé, on en a peu parlé, c'est pas tout à fait vrai. En fait, tout dépend de ce qu'on met derrière ce terme. Les recommandations et les actions de politique publique ont porté sur un aspect des inégalités sociales de santé, c'est-à-dire sur les populations du bas de l'échelle sociale, les populations très pauvres, en grande précarité, un certain nombre de populations cibles bien identifiées. Mais on va voir un peu plus tard qu'en réalité, cette crise du Covid, dans toutes ses dimensions, va avoir un impact par le travail, soit qu'on puisse se protéger, soit qu'on ne le puisse pas, par le logement, par la densité urbaine. Autrement dit, elle va atteindre bien au-delà des personnes les plus précaires. L'exemple de l'Île-de-France, qui témoignait un peu de cette difficulté, ils avaient commencé par des programmes visant les populations les plus précaires, et puis lorsqu'ils ont voulu s'occuper des populations immigrées, ils ont eu beaucoup plus de difficultés parce qu'effectivement, on sort d'un public cible bien identifié, mais on est dans des populations qui ont un travail, ont un logement, et on rentre dans le cadre qu'on va voir plus large du gradient social. Alors, là aussi, je ne vais pas donner de chiffres, d'une part, mais simplement pour rappeler que les inégalités sociales de santé, elles traversent l'ensemble de la population. Autrement dit, elles essayent de prendre en compte un effet seuil à tout niveau. C'est-à-dire que si on organise une intervention publique pour un groupe de population très défavorisée, ben le groupe juste au-dessus échappe à certaines interventions. Et dans le cadre des inégalités sociales de santé, cette difficulté se répercute depuis les populations les plus précaires jusqu'au cadre supérieur, eux étant les mieux lotis. Mais de l'un à l'autre, vous avez ces effets seuils qui jouent avec à chaque passage de classe moyenne inférieure à classe moyenne supérieure, là aussi une marche d'escalier, un effet seuil potentiel qui se traduit dans un état de santé progressivement croissant des plus défavorisés aux plus favorisés. Alors, ces inégalités sociales de santé, très rapidement, pour en reparler, elles se définissent par le fait qu'elles sont injustes. Donc ça, notre société n'accepte pas cet état de fait. Elles sont évitables et elles sont socialement construites. Alors, vous aviez employé le terme d'inégalité révélée par la crise. Moi, je dirais que ces inégalités ont été amplifiées par la crise parce que lorsqu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe, il faut rappeler que la crise survient sur une situation antérieure euh, dans laquelle on avait déjà, depuis longtemps, depuis très longtemps, insisté sur le fait que le dispositif statistique était insuffisant à repérer les déterminants sociaux. Effectivement, il y a un discours dans les textes publics, dans les plans, dans les stratégies nationales. Il y a un discours, une référence aux inégalités sociales de santé, mais il y a encore peu de mise en œuvre. Et notre pays se caractérise aussi par des inégalités sociales importantes en matière d'urbanisme, de logement et de diverses ressources. On va suivre le plan suivant. Dans un premier temps, on va regarder quelles sont les données factuelles sur les inégalités pendant cette crise. Ensuite, on va regarder quelles ont été les politiques publiques à travers deux prismes, les recommandations sanitaires d'une part, et puis les décisions. On va se demander quelles ont été les conséquences, et là je déflore un peu le sujet, du fait qu'on ait négligé les inégalités sociales de santé pendant cette crise. Et puis enfin, parler de la démocratie sanitaire et de ce qu'on peut envisager de faire. Alors, en ce qui concerne les données sur la crise, comme je l'ai dit déjà, en fait, très tôt, dès le printemps 2020, on pouvait savoir que
la crise allait avoir des conséquences majeures sur les inégalités sociales de santé. D'ailleurs, le texte de l'adresse, dans le dernier Actualité et dossier en santé publique, s'intitule Les données confirment les inégalités sociales de santé. Autrement dit, le bilan statistique qui est fait au bout d'un an et demi confirme bien que n'est qu'une confirmation de ce qu'on pouvait pressentir. Il faut, j'avais dit, rappeler qu'on est dans un contexte très particulier, c'est-à-dire le système statistique, le dispositif qui permet de suivre les déterminants sociaux et de les mettre en rapport avec la santé est largement en cause. Et il y a des années que cette question est soulevée, et on va voir que, en fait, les résultats sont surtout le fait de la recherche. Hein. Très rapidement, on a eu des données de mortalité produite par l'INSEE en mars-avril 2020. Un remarquable rapport de l'adresse en juillet 2020, mais si vous le lisez, vous verrez qu'en fait, c'est un rapport qui se base beaucoup sur la littérature internationale et sur ce qu'on sait permettre d'anticiper, mais en fait, il y a relativement peu de données à ce moment-là. Et les premiers travaux arrivent dans l'été, venant de l'INED, de l'INSERM, de l'adresse, à partir de cohortes expressément montées ou recomposées pour les besoins de production de données. Alors, donc, les inégalités, en fait, dans cette crise, vont se produire par un certain nombre de mécanismes qui vont se cumuler. Tout d'abord, la survenue, l'incidence la plus élevée liée en fait aux conditions de vie des populations défavorisées à travers la densité des logements, le travail présentiel imposé, la fréquentation des transports. Donc la survenue de la maladie est plus fréquente. Euh, une fois qu'elle est survenue, sa gravité et donc la mortalité va être plus fréquente, de raisons, des difficultés d'accès aux soins, et puis un certain nombre de facteurs de risque de gravité, comme la prévalence du diabète, la prévalence de l'obésité, qui, comme vous le savez, aggrave le pronostic de la maladie et qui se trouve être plus fréquent dans les populations défavorisées. Troisième grand mécanisme, l'efficacité de la prévention. Là aussi, il est plus difficile de mettre des gestes barrières en place dans des logements denses, fortement avec une densité élevée. Il est difficile d'éviter la contamination lorsqu'on est obligé de travailler, d'être en première ligne. Et puis les problèmes de littératie que vous connaissez bien. Quatrième grand mécanisme, c'est l'impact. Hein. On a vu que le retentissement était important au-delà de l'aspect infectieux sur le renoncement aux soins, sur la violence, la santé mentale, l'alimentation, les inégalités scolaires. Et là aussi, les inégalités qui étaient antérieures vont venir renforcer la situation. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, effectivement, les enfants sont concernés. Vous devez avoir un diagramme qui vous montre en fait un des premiers résultats chiffrés qui concernait la Seine-Saint-Denis, qui était produit par l'ORS Île-de-France et des données de l'INSEE, qui montrait que par rapport à l'année antérieure, la surmortalité était particulièrement élevée en Seine-Saint-Denis, qui se trouve être un département ou qui comprend la population pauvre la plus importante du pays. Et donc, ces données sur l'Île-de-France marquaient d'emblée que la situation allait être très, très inégale selon les populations concernées. Vous devez avoir à l'écran une évolution du nombre de décès, là aussi comparé à l'année antérieure, par population. Et vous voyez que la population des immigrés est particulièrement concernée, avec une surmortalité qui est considérable dans les deux classes d'âge. Diapositive suivante. Donc là, c'était pour la mortalité. Vous devez avoir sous les yeux un graphe assez compliqué, mais finalement pas si ésotérique que ça, qui concerne en fait l'incidence. Alors, le dispositif statistique est tel qu'on n'a pas de données individuelles, mais on a des données
indice de pauvreté dans différentes zones d'Iris, de 2000 personnes environ. Et vous voyez que le quartier, les personnes qui habitent les Iris les plus défavorisés ont constamment un taux d'incidence plus élevé que les personnes qui habitent dans des quartiers plus favorisés. Donc ça, c'est une collaboration entre l'INSERM et Santé publique France qui montre très très clairement des variations d'incidence. Donc là, on arrive à la recherche des facteurs de risque, et ceci concerne la séroprévalence de la Covid, ce sont les données de la cohorte EPICOV, hein, qui vous montrent bien que, alors que dans l'ensemble de la population, la séroprévalence, à l'époque, c'était en octobre 2020, était de l'ordre de 4,5%, elle était double chez les habitants de logements surpeuplés, donc de 4,5 à 9%. Et ensuite, on peut détailler, mais on pouvait s'en douter, qui sont les habitants de ces logements surpeuplés. Bien entendu, ce sont les personnes du premier décile de revenus, donc les plus pauvres en termes monétaires, et les immigrés de première génération nés à l'étranger, non européens, 40%, donc pratiquement 1 sur 2 vivant dans ces conditions. Donc, on a un bilan qui est très précis, hein. On ne peut pas s'étendre compte tenu de l'importance des données. Par contre, on parlait d'un phénomène syndémique, donc on a un appauvrissement considérable des familles, avec, malgré les mesures de protection sociale, le fonds de solidarité, le chômage partiel, une baisse très marquée pour les plus bas revenus. Donc, par exemple, pour les enfants, hein, puisqu'on s'est beaucoup occupé des enfants dans cette crise, un enfant sur 5 avant la crise vivait sous le seuil de pauvreté. Eh bien, ce seuil de pauvreté, enfin, pas le seuil de pauvreté, le pourcentage d'enfants vivant dans la pauvreté s'est encore aggravé. Et on a diverses enquêtes sur lesquelles je passe vite qui montrent qu'effectivement, ces pertes de revenus sont d'autant plus marquées que les personnes étaient au départ au bas de l'échelle des salaires. Sur un graphique avec un gradient, hein, qui montre que la perception de la dégradation est d'autant plus importante que les revenus étaient faibles avant la crise. On aborde maintenant les politiques sanitaires. Alors, une grande partie du travail que nous avons fait au HCSP consistait à, d'une certaine façon, vérifier l'hypothèse, l'intuition que nous avions que dans les recommandations sanitaires, on avait pratiquement pas parlé d'inégalité sociale de santé et que ce thème avait été évacué. Donc en fait, on a fait un examen très, très complet, systématique, hein, comme on fait une revue bibliographique sur des mots-clés, pour examiner la place des recommandations sanitaires qui concernaient les inégalités sociales de santé parmi l'ensemble des agences, des institutions, des comités qui avaient produit des recommandations pour la conduite de la crise pendant cette syndémie. Alors, encore une fois, on a vraiment regardé de façon très, 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 très large. Ce qui apparaît en ce qui concerne les recommandations sanitaires, c'est que le sujet a été effectivement très, très rarement évoqué. Alors, il y a effectivement 3 rapports du HCSP. Il y a des mentions relativement rapide par rapport à l'ensemble des recommandations strictement infectieuses émanant du Conseil scientifique sur la possibilité de conséquences sociales, sur l'intérêt de s'intéresser aux phénomènes psychosociaux, aux risques sociaux liés à l'infection. Mais en tout cas, de toute façon, ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Et donc, les médias, comme vous savez, sont d'une certaine façon monopolisés par des discours d'hospitaliers, de cliniciens. Et la médecine de ville
dans un premier temps, dans les premiers mois, a été absente. Donc, au terme de cette revue systématique, on peut dire que la gestion de cette crise en termes de santé a été essentiellement biomédicale. Est-ce que pour autant, il n'y a pas eu de mesures prises? Bien sûr que si, vous l'avez tous vécu et on s'en réjouit. Il y a eu des mesures de politique publique concernant le chômage partiel, une aide aux familles, des aides alimentaires. On peut toujours dire que c'est insuffisant, mais en tout cas, elles ont eu lieu avec diverses mesures plus ou moins ponctuelles de distribution ou de gratuité de masques, de tests. En tout cas, une certaine une volonté de dans la lignée de la protection sociale, des politiques publiques qui se sont révélées. Et puis, on aura, j'espère, l'occasion d'en parler, une mobilisation très importante du réseau associatif, un peu déstabilisé au début de la crise, mais réelle, invisible, ça aussi on en reparlera tout à l'heure, parfois mise en difficulté au niveau local et régional, avec des relations, nous disait la Fédération des acteurs de la solidarité, parfois plus difficiles au niveau régional et local qu'au niveau national. On a là finalement une espèce de dichotomie entre un discours de santé, on a peine à dire de santé publique, qui fait la part vraiment très très réduite aux déterminants sociaux de la santé, et puis des politiques publiques qui, je crois, on n'en a pas les éléments factuels, mais ont probablement limité les inégalités sociales de santé pendant cette crise. Alors on pourrait se dire finalement, bah, peu importe le discours, peu importe le modèle, il y a des politiques publiques qui aident les plus défavorisés, et c'est très bien comme ça. Alors je crois quand même qu'il faut se préoccuper de cette vision très biomédicale et de l'absence de lien qui est faite explicitement entre ces mesures de protection sociale et la santé pendant cette crise. Pour plusieurs raisons. Les politiques publiques ont parfois des effets positifs, et qu'on vient de dire est probablement le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, avoir un modèle aussi scindé et dangereux si les politiques publiques ont des effets néfastes sur les inégalités de santé. Un modèle scindé aussi entre la santé d'autre part et l'économie de l'autre interdit de réfléchir à des priorités entre politique de santé et d'autres politiques publiques, et parmi elles, les politiques visant le système de santé qui pourraient venir en priorité avec d'autres choix pour réduire les inégalités qu'il met en jeu. Alors, donc on arrive un petit peu au bilan de la crise, une crise dans laquelle on n'a pas pris en compte les inégalités de santé, dans laquelle finalement on a pris des mesures universelles de protection, de gestes barrières, de vaccination, qui sont évidemment absolument nécessaires et qu'il n'est pas question de remettre en cause. Voyons quelles ont été les conséquences de cette politique universaliste qui ne prend pas en compte les ISS. Alors, vous devez avoir sous les yeux une première diapositive qui sont des données issues de l'enquête EPICOV, qui mesure l'incidence des épisodes de Covid-19 chez les cadres supérieurs d'une part et chez les ouvriers de l'autre, avant le confinement et après le confinement. Autrement dit, quel est le résultat d'une politique de prévention, de diffusion d'une épidémie, si on ne tient pas compte des réalités sociales. Alors vous voyez qu'avant le confinement, finalement, il y a relativement peu de différence entre les deux groupes. Il y a même un peu moins de Covid chez la catégorie des ouvriers. Après le confinement, donc cette prévention universaliste, vous voyez que chez les cadres supérieurs, on a une diminution considérable de l'incidence, alors qu'elle a diminué, mais de façon beaucoup plus marginale chez les ouvriers. Donc on a, je crois, là un bel exemple de politique universaliste qui ne tient pas en compte les réalités sociales.
Deuxième réalité de prévention pendant cette crise, c'est bien entendu les vaccinations. Alors là, je crois que c'est un sujet intéressant puisque il s'agissait de vacciner au début 75, puis 80, puis 90%, puis plus de la population pour avoir une protection. Et si on regarde les chiffres, on voit qu'apparaissent de façon obstinée, encore une fois, des inégalités sociales de santé. Donc là, vous devez être à une diapo qui s'appelle stratification sociale et vaccination, et qui concerne les données chez des soignants, parce que ça a été particulièrement bien étudié. Et vous voyez que chez les soignants, alors, le document de la science publique distingue le personnel médical et non médical, et on a des données de Santé publique France qui distinguent médecins, infirmiers, aides-soignants. Et donc vous voyez que on en était à l'époque à regarder la première injection. Cette première injection, on voit bien qu'il y a une différence majeure entre le personnel médical et non médical. Et si on regarde les données de Santé publique France, on voit qu'il y a non seulement une différence importante qui corrobore la première dans la PHP, mais qu'il y a également un gradient, hein. Si on parle les plus favorisés, donc étant les médecins, au bas de l'échelle sociale hospitalière, on a les aides-soignantes, qui sont parfois ou non comptées dans les soignants d'ailleurs. Et puis au milieu, les infirmières, et vous voyez se dessine une fois de plus un gradient selon la hiérarchie sociale dans cette attitude vis-à-vis de la vaccination et dans les pratiques. Vous m'excuserez, elle est en anglais, mais c'est simplement pour vous montrer que cette situation se retrouve au niveau de l'OCDE et concerne la vaccination, là aussi, contre le Covid, en fonction des revenus. Et sans rentrer dans le détail, on voit que là aussi, au niveau de l'OCDE, il y a une stratification sociale absolument considérable en fonction des revenus. Alors, si on regarde les facteurs de risque, puisque on a des données dues à la cohorte EPICOV, donc facteurs de risque de résistance à la vaccination, sont les moins vaccinés les femmes, les personnes, les jeunes. Il y a la vaccination, et ça continue dans les derniers chiffres, est plus basse dans les quartiers pauvres, avec des différences considérable, hein, vous voyez, de 50 à 89%. Et puis un élément qui est tout à fait important, remarquable, qui apparaît dans ces données épidémiologiques, qui est le fait que le manque de confiance et la suspicion envers le gouvernement est un facteur important de résistance et de réticence à se faire vacciner. Ce qui fait une transition avec la diapositive suivante, qui est une question qu'on s'est posée aussi dans ce rapport du HCSP. Finalement, qu'en a-t-il été de la démocratie sanitaire pendant cette crise syndémique? Alors, on a interrogé un très grand nombre d'acteurs de la crise et l'avis a été unanime. La démocratie sanitaire n'a pas fonctionné pendant cette crise. Elle a été gérée par les experts et par les structures de l'État, mais il n'y a pas eu de véritable démocratie. On prend pour exemple la Conférence nationale de santé, les conférences régionales de santé. À un moment donné de la crise, ont voulu former un comité de liaison pour échanger les points de vue, piloter la crise, et ils n'ont jamais eu de réponse. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est unanimement partagé, alors même que une enquête du Parlement européen en novembre-décembre 2020 révélait qu'une personne sur deux en Europe pensait que la lutte contre la pauvreté devrait être augmentée et mise plus haut sur l'agenda du Parlement européen. Et ça représentait une augmentation de 20% par rapport à 2019. Donc la lutte contre la pauvreté est considérée comme quelque chose d'important, mais dans le cas particulier, la démocratie sanitaire n'est pas à la hauteur. On arrive à la question évidemment la plus difficile, qui est
que faire, que proposer, et qu'avons-nous proposé. Alors, parmi les pistes, je crois qu'il faut bien distinguer deux niveaux qui doivent entrer en résonance, en interaction positive et en cohérence et fonctionner ensemble, qui sont le niveau des politiques publiques, hein, puisque la santé est dans toutes les politiques, et puis les interventions locales, régionales, celles des collectivités territoriales, de manière à ce que les efforts à un des deux niveaux n'entrent pas en choc frontal avec ce qui se passe au niveau national. Alors bien entendu, la difficulté, elle est grande, d'une part parce que les déterminants de la santé sont multiples, qu'ils agissent tout au long de la vie et que chacun d'eux a un effet modéré, qu'ils se cumulent, qu'ils entrent en interaction. Et puis que la santé, mais je pense que dans le cadre du CRES, vous serez d'accord avec ça, c'est une affaire collective et que la promotion de la santé, c'est une réponse qui met en jeu la démocratie sanitaire et qui fait interagir les partenaires, les citoyens. Alors, on a vu que ce dernier point n'avait pas été le cas. Donc, si on regarde ce qu'on peut dire sur les deux niveaux, en tout cas ce que je peux dire aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe au niveau des déterminants fondamentaux, au niveau des grandes politiques publiques et du contexte dans lequel les inégalités de santé se développent, on voit bien qu'il y a une difficulté. Alors là, vous devez arriver à une diapo qui s'appelle Justice sociale et démocratie. Qui est en fait une première remarque qui vient d'une politiste américaine qui s'appelle Jill Lynch, qui a regardé les politiques vis-à-vis des inégalités sociales de santé en France, en Grande-Bretagne et en Finlande, je crois, et qui remarquait qu'il y avait effectivement une mobilisation, mais qui remarquait aussi qu'on avait un discours scientifique très complet sur les multiples déterminants, mais qu'au niveau des recommandations, les recommandations des comités, donc y compris nous, étaient un peu limitées sur les facteurs fondamentaux. Et si on regarde le graphique du bas qui est tiré des travaux de Thomas Piketty, on voit bien qu'on est dans une période de grande croissance des inégalités sociales tout court, pas des inégalités de santé, et que donc il y a des phénomènes de fond qui viennent aggraver et jouer un rôle sur la création de ces inégalités sociales de santé, et que ce contexte global, ces facteurs politiques généraux sont particulièrement importants. Diapositive suivante. Donc, elle s'intitule ambitieusement, là aussi, quelle piste il s'agit là en fait, d'une proposition de catégorie, parce que les pistes, on pourrait en tracer beaucoup, mais qu'on peut inverser et qui surtout ont le mérite de souligner que ces pistes pour améliorer ou réduire les inégalités sociales de santé, si on inverse les propositions, sont aussi des pistes par lesquelles tout un ensemble de politiques peuvent les aggraver. D'où une proposition du HCSP qui revient dans plusieurs travaux, qui est l'évaluation de l'impact en santé et sur les inégalités sociales de santé de l'ensemble des politiques au travers des lois, des règlements, des développements urbains. Alors, en ce moment, Zéna, j'espère que je peux traduire ce secret, mais le HCSP est en train de s'appliquer à lui-même cette procédure en se posant à chacune des recommandations la question de savoir si elles vont aggraver ou non les inégalités sociales de santé. Donc les 4 pistes, très rapidement, agir sur les facteurs fondamentaux, donc le revenu, l'éducation, la culture, le pouvoir, donc des facteurs très, très politiques. Hein. Réduire l'exposition d'un certain nombre de groupes à des facteurs défavorables, qu'ils soient comportementaux ou environnementaux. Favoriser l'accès à un système de soins, on n'a pas le temps de développer, mais il y a aussi des problèmes majeurs d'accès aux soins en France, surtout les accès secondaires.
Et puis enfin, réduire les conséquences d'une atteinte à la santé sur la situation sociale, c'est-à-dire l'inverse finalement de ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire effectivement les difficultés lorsqu'on est atteint de facteurs sanitaires. Alors, donc là, on était aux politiques globales. Au niveau des interventions locales des collectivités territoriales, là encore, donc le souci, ça serait la cohérence. Donc, ce qu'on peut observer, ce qu'on a observé dans le rapport, vous verrez, il y a une immense créativité de ces interventions locales ou régionales, mais avec une caractéristique qui est commune et qui est internationale, hein, si vous plongez dans le rapport, qui est le manque d'évaluation d'efficacité de ces interventions, plus encore le manque de diffusion, et puis un problème qui, pour moi, est absolument central pour les prochaines années en santé publique et en recherche, qui est la question de la transférabilité, c'est-à-dire dans quelle mesure une intervention qui est effectuée aux États-Unis, par exemple, peut être utilisée en France ou depuis le nord de la France jusqu'en PACA. Donc là, il y a vraiment une question à se poser sur la, la, la publicité d'une certaine façon et la transférabilité de toutes ces interventions. Alors sur cette intervention territoriale, simplement, nous avait frappé dans les auditions le fait que la RS Île-de-France avait commencé ses interventions, comme je vous l'ai dit, sur les populations en grande précarité, et dans un second temps, après quelques mois, les priorités sont devenues la politique de la ville, les politiques de l'habitat et les politiques de l'emploi, pour montrer un petit peu comment ces facteurs fondamentaux doivent être pris au sérieux dans cette crise. Alors, on doit arriver à la fin. Donc, je crois qu'il y a deux éléments qu'on peut retenir dans cette crise. C'est que, et là, la nécessité de prendre en compte les inégalités sociales de santé apparaît très clairement à propos des politiques vaccinales. Hein. Si on veut que tout le monde soit pris en charge, il faut prendre en compte l'ensemble de la population. Et donc c'est un impératif qui nous rappelle que finalement la réduction ou la prise en compte des inégalités sociales de santé est un objectif à part entière et non pas, comme il nous est arrivé de l'entendre, un objectif secondaire auquel on s'adresserait quand la crise sera passée. C'est une condition du succès, me semble-t-il. Et puis deuxième élément, la prise en compte des déterminants sociaux nous paraît un impératif scientifique. Hein. Vous savez que donc on se base beaucoup sur les modèles de diffusion de l'épidémie qui ne prennent pas du tout en compte les facteurs sociaux. Or, on vient d'en voir toute l'importance. Donc, je pense que dans la préparation des prochaines crises, parce que malheureusement il y en aura, la prise en compte des déterminants sociaux de la santé fera faire des progrès. Donc, inégalité sociale de santé, il y a bien entendu ce souci de justice auquel on se réfère depuis très longtemps, mais il y a aussi la base d'un succès des campagnes de santé publique et un impératif scientifique. Voilà, la dernière diapositive, c'est pour vous remercier, mais je le fais par oral, et pour vous montrer que finalement, face à cette crise de la Covid, on pourrait appliquer ce que Jonathan Mann expliquait déjà à propos du VIH, qu'il faut arrêter de considérer que c'est un problème médical, mais que il faut s'adresser aux conditions sociales qui l'amplifient. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'on va pouvoir dialoguer sur ces quelques informations. Merci. Merci Zéna de me laisser la parole et je suis ravie de pouvoir participer à cette conférence qui pour moi est instructive mais met en évidence les problématiques rencontrées à Marseille puisque ce qui a été flagrant pour nous, bien sûr qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'était plus la problématique de la vaccination, même si nous on avait conscience que les inégalités territoriales en santé avait fait en sorte que cette crise Covid soit plus grave, on va dire, entre guillemets, chez les populations, comme vous l'avez dit, Monsieur Lang, dans les populations des quartiers nord, parce que ils ne pouvaient pas faire du télétravail, ils ne pouvaient pas s'isoler dans des petits logements, que bien sûr, ils étaient obligés de prendre des transports bondés
pour pouvoir se déplacer. Donc c'est vrai que ça, on le savait, mais malheureusement, on n'avait pas tellement la main dessus. Mais par contre, on a été très sensibilisés pour la difficulté de faire vacciner les personnes des quartiers nord, puisque malgré le fait qu'on avait mis en place des dispositifs municipaux dans les quartiers, donc des centres de vaccination dans la mairie du 15-16 et dans certains lieux, on voyait bien que les gens avaient de la défiance par rapport à ce vaccin, donc c'était le manque de confiance par rapport au pouvoir public et qu'il avait vraiment fallu faire des opérations de ce qu'on appelait l'aller vert. Donc l'aller vert, c'était quelque chose que la ville de Marseille a vraiment soutenu en travaillant avec les acteurs sociaux de terrain pour pouvoir aller justement sur les lieux d'habitation, sur les lieux que fréquentaient les personnes, pour pouvoir justement les informer, les sensibiliser, les rassurer et rétablir ce lien de confiance qui favorisait la vaccination. Voilà, donc merci de cette intervention. Et c'est vrai que maintenant, quand cette crise, comme vous l'avez dit, sera passée, il va falloir qu'on prenne en compte tout ce qui était évident, mais que bien sûr la réduction des inégalités sociales de santé doivent être vraiment prises en compte dans le cadre de la possibilité de mettre une réelle politique publique de prévention. Et on a vu que là, la santé publique traditionnelle, comme on l'a dit, n'était pas en capacité justement de répondre à la problématique de l'ensemble de la population. Donc il va falloir faire autre chose, inventer autre chose, et c'est ce à quoi on va continuer à travailler ensemble. Vous évoquez le futur, et je crois qu'il faut parler du futur. On avait regardé l'ensemble des plans aussi de préparation à des épidémies de grippe et autres, et dans aucun, effectivement, cette question n'était abordée. Donc je crois que dans les prochains, ça serait une très très bonne chose de mettre cette question à l'ordre du jour de la préparation des futures crises. Moi j'avais une remarque. En tout cas, je vous remercie pour votre première intervention. Moi j'ai été coordonnatrice en Occitanie en 2020 et 2021 sur les territoires, notamment sur l'accès à la santé, à la prévention et aux soins. J'avais les clés d'un centre de vaccination mis en place avec le médecin dans le cadre de mes fonctions de direction de santé publique. Ce que j'ai constaté dans les centres de vaccination se mettant en place, notamment avec les premières personnes reçues et accueillies, c'est ces problématiques grandissantes que soulève la défenseure des droits, de la dématérialisation. Des gens complètement démunis, ne serait-ce que pour les rendez-vous en ligne, qui se présentaient devant les espaces qui n'étaient pas faits pour ça, s'exposant par ailleurs du coup à une... c'était pas des fins de non recevoir, c'est pas le cas puisqu'on a mis en place tout un système où justement on voulait éviter les populations se regroupant devant les zones de vaccination pour les gens qui avaient rendez-vous, tout en mettant en place des dispositifs pour prendre leurs coordonnées, les rappeler ou autres pour les gens qui n'avaient pas accès à Internet, qui n'avaient pas de téléphone portable ou autre, ou qui ne savaient pas faire tout simplement avec les outils. Je crois que c'est les rapports de la défenseure des droits, Claire Hédon le pointe, dans l'ensemble des démarches, et ça a commencé fortement en 2020, hein, quand tout a été arrêté, c'est un vrai problème. Je crois que et en matière de santé publique, avec toutes les modifications de tous les systèmes de soins, c'est cette amplification aussi et ce poids que cela prend auprès des professionnels de santé à tous les niveaux, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est vraiment la chose aussi dont il est important de travailler dessus quoi, pour la suite, parce que moi, je me souviens de gens, à part les appeler, noter sur des cahiers, etc. ou autre. Il y avait le CCAS prenait le relais, les emmenait pour les rendez-vous, notamment dans ce que vous appelez l'aller vert. Mais ça a été parce que c'était un centre communautaire et c'est la ville, les professionnels de santé, soignants et autres, qui l'ont mis en place avec la maison médicale de garde, quoi. Je voulais simplement dire quand même, ce qui m'a surpris dans cet exposé, c'est le déficit de démocratie sanitaire. Bon, alors en tant qu'en charge de la santé dans les collectivités territoriales, on a vu que la démocratie sanitaire n'avait pas fonctionné et que c'est aussi pour ça donc qu'on était un petit peu à côté de ce qu'il fallait faire pour ces populations finalement qui ne faisaient pas partie on pourrait dire, de notre normalité culturelle, si vous voulez. J'aime pas parler comme ça, mais voilà. Donc c'est vrai, et c'est pour ça qu'à Marseille, on était très très vigilants et que j'espère que le Conseil communal de santé, qui pour moi est un vrai organe de démocratie sanitaire, va être vigilant,
puisqu'on a fait des groupes de travail où on fait en sorte que cette démocratie fonctionne, et je crois qu'on devrait s'inspirer peut-être de ce modèle à une plus grande échelle pour vraiment faire appel à diverses réflexions, diverses intelligences, pour ne pas passer justement à côté de ça. Et vraiment dans la mise en place de politiques publiques et de politiques de prévention, justement, je crois qu'il faut vraiment réfléchir comme ça. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry. Il me semble que les outils de démocratie sanitaire dont nous disposons sont un peu lourds administrativement et peut-être pas adaptés, pas toujours adaptés à la démocratie sanitaire. Alors effectivement, plus elle est proche des populations, plus elle est ciblée sur des territoires particuliers, plus, me semble-t-il, elle est adaptée. Donc, effectivement, ce conseil communal, ce conseil de santé de la ville de Marseille va maintenant se mettre à la tâche, et nous allons pouvoir suivre ces activités. Peut-être sera-t-il plus opérationnel que les instances de démocratie sanitaire nationale, régionale ou même départementale. Mais je ne peux pas m'avancer parce que les exemples sont nombreux et ils vont dans le sens que je viens d'évoquer, mais aussi en contradiction à ce que je viens de dire en fonction des territoires eux-mêmes. Je pense qu'il y a une réelle difficulté à animer la démocratie sanitaire et qu'il faudrait des professionnels ou en tout cas des formations de la population et même des habitants pour aider l'expression de cette démocratie sanitaire, qu'elle ne soit pas à la marge, mais qu'elle soit bien moteur. Là, elle a été sollicitée très rarement, pour ne pas dire pas du tout pendant cette crise, en tout cas pas du tout au début. Ça démontre peut-être que ce n'est pas encore un organe qu'on sollicite facilement et spontanément. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thierry, tu as creusé la question bien plus que moi. Oui, en fait, donc la remarque sur l'absence de démocratie sanitaire est vraiment très, très largement partagée, en tout cas par l'ensemble des personnes qu'on a auditionnées. Moi, je crois que ça m'évoque la même réflexion que pour la prise en compte des déterminants sociaux de la santé, c'est-à-dire que non seulement il y a une justification en soi à poursuivre l'idée de justice et à partager les questions de santé, donc la démocratie sanitaire, ça se justifie en tant que tel, mais c'est aussi, de plus en plus, j'en suis persuadé, une condition de l'efficacité de la santé publique. C'est vrai, on l'a vu, j'ai suffisamment commenté sur les inégalités de santé, mais je crois que c'est vrai aussi pour la démocratie sanitaire. Si on n'a pas une décision partagée avec les partenaires et les citoyens sur les mesures de santé publique, on génère des réticences et on n'atteint pas les objectifs de santé publique. Alors là, une réflexion qui n'engage que moi, mais il me semble que la grève des enseignants ressort de cette absence de participation des principaux intéressés qui subissent des décisions de santé publique qui sont probablement justifiées, je ne vais pas rentrer dans cette discussion, mais qui les subissent de l'extérieur comme quelque chose d'absolument imposé. Et nécessairement, au bout d'un moment, il y a une résistance. Et donc, c'est l'efficacité même de la santé publique. Donc, il suffirait de faire partie. La démocratie en tant que telle, ça, c'est déjà quelque chose, un objectif qui suffit à soi-même, mais quand on réfléchit en santé publique, je crois que c'est vraiment une condition même de l'efficacité. Bonjour. J'avais deux remarques sur la question de la démocratie sanitaire. Déjà, quand on voit aussi la place en fait de la démocratie tout court à travers les instances parlementaires et leur place, on est déjà un peu inquiet. Bon, ça c'est une chose, c'est-à-dire que quand on analyse ce genre de choses, donc ça veut dire que les modèles au niveau national n'étaient pas non plus propices. En revanche, c'est vrai que souligner aussi le niveau, je pense qu'il faut analyser un peu plus près, un peu plus finement, qu'est-ce qui s'est passé effectivement dans les communes, dans les collectivités territoriales, parce que il me semble que c'est là aussi où il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est est-ce que c'est pas aussi, c'est une question, le fait qu'à partir du moment où on se met dans une situation de gestion de crise et qui est placée d'emblée comme une gestion comme une guerre, enfin, je mets ça entre guillemets,
C'est-à-dire, en fait, en gros, la démocratie là-dedans, c'est compliqué, parce que dans une guerre, on ne demande pas l'avis aux soldats, quoi. On leur demande d'obéir, et c'est décidé au niveau d'un état-major, point barre. Donc, du coup, et on voit bien que cette façon, en fait, de gérer une crise, même si c'est au nom de l'efficacité et au nom de la pertinence, ça peut être logique, mais, et tu l'as bien souligné, Thierry, c'est qu'en fait, on voit les échappatoires, c'est-à-dire le fait que quand on est dans un pays dans lequel la culture de prévention n'était pas non plus extraordinaire, eh bien, si on ne demande pas l'avis des personnes, les personnes, elles donnent leur avis d'une certaine façon, soit par des grèves, soit par des manifestations, soit par des comportements qui peuvent être effectivement très, très agressifs, parce que d'une certaine façon, on ne leur a pas vraiment demandé leur avis, on n'a pas cherché à les convaincre, même si ce que je dis est peut-être un peu exagéré. Moi, je crois qu'effectivement, on peut admettre pendant quelques semaines qu'une situation qui n'était pas prévue, mais elle aurait dû être prévue en fait, puisse autoriser des décisions de santé publique parce qu'on considère que dans les 15 premiers jours, il y a urgence et qu'il faut aller vite. Bon. Mais sauf qu'après cette première phase qu'on pourrait dire de sidération, on a largement le temps d'organiser la démocratie, de prendre l'avis des gens. Alors, on n'a pas, au niveau du HCSP, une visibilité, mais en fait, sur ce qui se passe dans tous les territoires, parce que pour une raison très simple, parce qu'il y a beaucoup de territoires, les situations sont extrêmement variées d'un territoire à l'autre, et c'est difficile de se faire une idée. On a un pays qui est finalement, sur certains points, assez morcelé. On a beaucoup travaillé sur les enfants, comme je l'ai dit. Alors là, c'est le pire, parce qu'il y a une gestion par département, et donc vraiment, c'est très, très, très difficile de savoir ce qui se passe. Mais je pense que vraiment, tu as fait référence à la démocratie d'une façon générale. Ici, on parle de santé, donc en tout cas, la démocratie, elle est essentielle si on veut avancer en santé publique. Pour moi, ça fait partie des piliers de santé publique, pour, encore une fois, des raisons éthiques et des raisons d'efficacité.